Achevée en 2009 lors de sa 6e saison, Alexandre Astier clôture la série en promettant que le roi Arthur reviendra un jour au cinéma. Si aujourd'hui on sait que le premier film d'une trilogie Kaamelott sortira le 14 octobre 2020, les fans ont pendant 10 ans erré entre les BD qui ont continué de sortir, le revisionnage de la série une bonne centaine de fois et bien sûr l'élaboration d'hypothèses qui ont donc eu le temps de mûrir sur les forums. Aujourd'hui, comme d'habitude, on revient sur 5 théories qui vont creuser le lore de Kaamelott et peut-être nous rapprocher de l'intrigue de la trilogie. Dans le livre 5, le roi Lot veut offrir à Arthur un objet, un cadeau de réconciliation. Cet objet, c'est cette couronne, qui sera volée par Vennec, qui la vendra à Yvain et Gauvin, qu'ils céderont à Léodagan, qui ensuite sera portée par Caradoc avant de se retrouver devant Arthur, qui remarquera que depuis le début, ce n'était pas une couronne, mais une jatte. Ça se présente comme ça. C'est une très belle jatte, très jolie, ça reste un magnifique cadeau, simplement. C'est une jatte. Sur internet, l'idée se répand que cette jatte pourrait être le Graal, cette coupe légendaire que recherchent les chevaliers de la table ronde qui auraient recueilli le sang du Christ. Et je me rappelle à l'époque me dire que les gens qui pensaient ça, eh bien c'était des cons. Des amis viennent alors me dire que eux aussi pensaient que cette jatte était le Graal, et que pendant toute la saison ils n'ont fait qu'attendre le moment où cette information serait révélée. Je me rappelle me dire, encore une fois, que j'étais entouré de cons. N'est-elle pas magnifique? Comment elle pète? Puis les années sont passées, cette idée était de plus en plus ancrée sur les sites et forums de la série. Et si, en réalité, c'était moi le con? Et si en fait tous mes amis étaient des génies? Premièrement, il semble étrange que cette 5e saison se focalise autant sur cet objet. Il a le droit à sa propre aventure, c'est un artefact qui va accompagner beaucoup de personnages dans leur périple. Et la chute, que cet objet soit en fait une jatte, pourrait ne pas être là pour rien. Deuxièmement, cette jatte accompagnera Vennec, Yvain, Gauvin, Léodagan, Caradoc, des personnages qui n'ont jamais vraiment été intéressés par le Graal. Mais Arthur, le principal concerné par cette quête légendaire, est justement celui qui n'en a rien à faire de cet objet. En revisionnant ces épisodes, l'ironie de cette sous-intrigue nous apparaît presque clairement. Arthur identifiera quand même la jatte comme un objet beau, très beau, renforçant peut-être l'idée que cette jatte est tout de même un peu spéciale. Troisièmement, rappelons que cette jatte vient du roi Lot. Le roi Lot qui a aidé Lancelot à construire son propre clan pour trouver le Graal. On pourrait donc imaginer que Lot est intéressé ou curieux à propos de ce récipient magique. Imaginons qu'il ait fini par le trouver. Nous avons dit tout à l'heure que la jatte était un cadeau de réconciliation. Quelle est la seule chose au monde qui pourrait permettre au roi Lot de se réconcilier avec Arthur? Le Graal. Lui offrir le Graal. Autre chose intéressante à souligner, écoutez ça. Je commencerai peut-être par envoyer quelque chose. Un cadeau, probablement. Attention, quand je dis cadeau, cadeau diplomatique, vous voyez, le truc qui vaut la moitié de mon royaume. Lot le sait. Il ne peut pas se planter une nouvelle fois. Son cadeau doit probablement valoir la moitié du royaume, comme le dit Arthur. Et quel récipient pourrait valoir au moins la moitié du royaume? Le Graal. Dans la mythologie arthurienne, Perceval passe une première fois à côté du Graal alors qu'il est juste devant lui, simplement parce qu'il n'a pas osé demander ce que c'était. Il lui aurait suffi de poser la question pour l'obtenir, mais c'est le fait de ne pas oser poser la question et de ne pas savoir que c'était le Graal qui fait qu'il passe à côté. Le fait que tout le monde croit que c'est une couronne, mais que c'est en fait une jatte, ferait un bon parallèle avec le spectateur qui croit que c'est une jatte, mais que c'est en fait le Graal. L'appellation Sangréal, qui signifie Sainte Jatte, au sens que donne l'étymologie classique du Graal, est utilisée par Rabelais en 1532. Dan Brown, dans le Da Vinci Code, suggère que Jésus a survécu à sa crucifixion et a eu des descendants, débutant une lignée qui allait par la suite donner naissance au roi mérovingien de l'époque médiévale. Certains pensent sinon que Jésus pourrait être bien mort crucifié, mais que le Graal serait la métaphore de Marie-Madeleine, femme de Jésus et donc mère de la descendance. Sangréal ne signifierait pas alors Sainte Jatte, mais sang royal.
le sang des héritiers du roi des Juifs, Jésus. Si vous pensez qu'on s'éloigne de Camelot, détrompez-vous. Cette idée de descendance du sang du Christ qui se transmet de génération en génération dans une lignée royale est bien présente dans les livres 5 et 6. Le parallèle entre Jésus et Arthur est intéressant. Avec ses longs cheveux et sa barbe, la similitude du visage du roi et celle des représentations du Christ est évidente. Avant la mort de Jésus, les Romains l'habillent d'un manteau écarlate. Vous savez, on représente souvent le Christ avec. Eh bien, ceci vous rappelle peut-être certains plans, les derniers plans de la série. Qu'est-ce que c'est que quelqu'un qui souffre et qui fait couler son sang par terre pour que tout le monde soit coupable? Tous les suicidés sont le Christ. Toutes les baignoires sont le Graal. Tous les suicidés sont le Christ. Cette phrase, ici, prendrait tout son sens. Jésus aurait mis fin à ses jours, accablé par le poids de cette condition humaine déprimante et décadente. Jésus aurait montré son sang couler par terre pour que tout le monde soit coupable, essayant de faire prendre conscience aux humains leurs conneries. Arthur aurait fait exactement la même chose. Par ce parallèle, peut-être qu'Alexandre Astier veut nous faire comprendre qu'Arthur est un descendant du Christ. Peut-être est-ce d'ailleurs pour ça qu'il est l'élu des dieux, le seul à pouvoir retirer Excalibur. Mais nous n'avons qu'effleuré la surface de cette théorie-là. Rentrons dans le vif du sujet. Lors du livre 5, Arthur cherchera sa descendance. Il s'agit du thème principal de la saison et la seule réelle quête personnelle qu'entreprendra Arthur au cours de la série. À ce moment-là, il ne s'intéresse plus à gérer Camelot, à gagner des batailles, à trouver le Graal, non. Il n'y a que sa descendance qui l'intéresse. Il faut que je trouve mes enfants, il n'y a plus que ça qui m'intéresse. Cette intrigue n'est pas là pour rien. Si Arthur a le sang du Christ en lui, chercher sa fille ou son fils revient au même que de chercher le Graal. Le Graal, c'est son enfant. On dit du Graal qu'il donne l'immortalité, et dans un sens, nous sommes tous immortels du moment que l'on a fait des enfants, du moment que l'on a une descendance. Au fil des discussions, lors de mes recherches sur les forums, certaines interprétations ne sont pas allées dans ce sens-là. Certains ont préféré assimiler le Graal à une femme et non à un enfant. Tel un récipient, le ventre féminin est le seul à pouvoir contenir l'enfant à naître, le sang royal. Qui mieux qu'une femme peut représenter le sacré, elle qui a le pouvoir de créer la vie? Mais si le Graal est en revanche une femme, on peut ajouter deux analyses plutôt populaires de Camelot à cette hypothèse. La première, c'est que Guenièvre est enceinte pendant le livre 5. Ah bon ? Elle est toujours vierge, me diriez-vous, oui. Mais la Vierge Marie, elle était pas vierge, elle aussi ? Guenièvre tient enfin tête à Arthur lors de cette saison, contrairement au reste de la série. Et ce changement de caractère pourrait nous rappeler l'épisode du livre 3, où Séphriane d'Aquitaine, enceinte, va tenir tête à Arthur. De plus, notez qu'à chaque scène de repas lors du livre 5, jamais Guenièvre ne boira une seule goutte d'alcool. Même chez Goethenau, elle dira qu'il faut partir. Étrange quand on connaît le passif de notre reine préférée. La deuxième hypothèse, en revanche, c'est que le Graal serait Akonia, qui pour beaucoup serait enceinte d'Arthur. Le livre 6 se passant 15 ans avant le livre 1, et la trilogie au cinéma se passant une dizaine d'années après la série, nous pourrions peut-être rencontrer cet enfant caché, qui serait donc âgé approximativement autour de 25-30 ans. Bon, ça fait beaucoup d'un coup, essayons de résumer. Le Graal serait le sang royal de Jésus qui est arrivé jusqu'à Arthur par le biais d'Igerne ou de Pendragon. La recherche de la descendance d'Arthur serait la réelle quête du Graal. Le Graal serait un enfant, une femme ou bien l'amour, la famille, l'immortalité à travers la descendance. Et Guenièvre, comme Akonia, pourrait très bien être enceinte. Donc je sais que dans ce que j'écris, la magie existe. Dieu existe, les miracles existent et les malédictions existent parce que j'aime ça comme un conteur. Dans ma vie, c'est vrai que je vis sans. Donc c'est pas que je retourne ma veste, c'est que je ne raconte pas ce à quoi je crois. Je suis plus optimiste dans ce que j'écris que ce que je suis dans la vie.
Le 15 septembre 2013, je sortais une vidéo sur l'origine extraterrestre de Perceval. Partagée par Alexandre Astier, cette théorie est vite devenue populaire et la plus connue de l'univers Kaamelott. Selon cette hypothèse, Provençal le Gaulois nous vient des cieux, aurait une origine extérieure à la Terre, aurait, pourquoi pas, une origine divine. Mais nous allons creuser un peu plus. Comme nous l'apprenons lors du livre 6, Perceval a été adopté par un couple qu'il a retrouvé bébé au beau milieu d'un champ dans un cercle de culture, autrement dit un crop circle. Voilà, mais j'aurais pas mieux dit. Les crop circles sont, dans la science-fiction, toujours en rapport avec une activité extraterrestre. Tout au long de la série, Perceval montrera à quel point il est attiré par l'univers, se demandant même si d'autres personnes pourraient vivre sur une autre planète. Mon rêve, ça serait d'aller dans une autre galaxie. Quand je regarde le ciel avec toutes ces étoiles, la Voie lactée et tout, j'ai l'impression... C'est marrant que vous sentiez pas le moment où il faut s'arrêter. Sa bêtise, sa naïveté pourrait même provenir de son origine. Son incompréhension face aux règles, expressions et coutumes de Bretagne viendrait du fait qu'il ne vient pas de là, qu'il n'est pas humain du tout. Excalibur flamboie d'ailleurs beaucoup plus dans les mains de Perceval que dans les mains d'Arthur, preuve qu'il a une destinée extraordinaire selon la Dame du Lac. Le chevalier est aussi doué dans les mathématiques, vraiment doué, très doué. Et retenez ça, ça va être important, très important pour la suite. C'est exceptionnel de savoir compter? Attendez, vous foutez de moi? Voici à peu près ce qu'on avait dit dans cette fameuse vidéo. Mais j'étais passé à côté de l'essentiel. Au fur et à mesure de mes visionnages, j'ai remarqué ce que je croyais être au début une simple incohérence, mais qui, en réalité, et j'en suis quasi sûr maintenant, est en fait un énorme indice sur l'origine de Perceval. Livre 2, Perceval et le contre-sirop. Perceval propose à Caradoc et au tavernier de jouer à un nouveau jeu. Un jeu qui normalement se joue à 3. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Qu'est-ce que c'est que cette réplique ? Je pense qu'elle est là pour une autre raison que de faire rire. Alexandre Astier connaît Perceval, qui est au passage son personnage préféré. Il l'a écrit, il l'a créé, il sait que Perceval est un pro des maths. Et cette capacité-là, elle ne vient pas plus tard dans la série, hein, non. On nous la présente dans l'épisode 744, un épisode, là encore, du livre 2. Je ne crois pas que cette réplique soit une incohérence. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Et si Perceval voyait quelqu'un d'autre, quelqu'un qui le suit, que les autres personnages ne voient pas? Et si je vous disais que je sais ce qu'il voit? Je n'en suis pas sûr à 100%, mais je pense être sur une bonne piste. Dans le livre 3, l'épisode Aux yeux de tous, partie 2, plusieurs personnages vont être surpris de voir la Dame du Lac, mais pas Perceval. La présence de la fée ne l'inquiète pas plus que ça, comme s'il était habitué à rencontrer des gens d'un autre plan. Maintenant qu'on a posé ça, allons au livre 6 lors du 2e épisode. Pendant la réunion des dames, la Dame des Bois dit qu'elle ne peut pas prendre en charge Arthur car elle est déjà sur un projet. Alors, que ça vous plaise ou non, ce sera votre camarade, la Dame des Pierres, qui sera chargée de reprendre contact avec le jeune Pendragon. J'avais d'abord pensé à la Dame des Bois, mais... Je suis sur un projet. Voilà, alors elle nous a expliqué que... Si vous voulez vraiment faire ça tout de suite, là, je vais pas être dispo. Quel est ce projet ? Jamais nous ne le saurons. Mais si Perceval voit réellement quelqu'un et qu'il n'est pas surpris de rencontrer la Dame du Lac, cela veut-il dire qu'il voit la Dame des Bois ? Ce projet qui l'empêche de s'occuper d'Arthur, ce serait Perceval, de s'occuper de Perceval. Attendez, petit résumé. Perceval viendrait donc d'un autre plan et peut-être celui des dieux, ce qui explique le crop circle et son incompréhension face aux logiques et codes humains. Il serait sous la surveillance de la Dame des Bois depuis le début, et Excalibur flamboie dans ses mains car elle reconnaît son incroyable destin. Mais quel est son incroyable destin ? Rendez-vous à la prochaine théorie.
Dans l'épisode Le Forage, Perceval et Caradoc entreprennent de creuser sur tout le territoire afin de trouver le Graal. S'ils diront que cette initiative vient de leur propre chef, on peut douter de leurs propos et se demander qui a bien pu leur mettre cette idée dans le crâne. Si l'on reprend la théorie précédente, peut-être est-ce la Dame des Bois qui est derrière cette idée. Le Graal serait caché dans le sol. Cette hypothèse se lie parfaitement avec celle d'un certain Beckhems sur le forum On en a gros, qui a sorti une théorie plutôt stylée. Selon lui, Joseph d'Arimathie n'aurait recueilli le sang du Christ qu'à la seule aide de ses mains, sans récipient donc, et le sang du Christ s'est alors mis à couler sur le sol, pour s'infiltrer dans la terre. Pour reprendre ces mots, le concept de la vie éternelle ne serait pas alors à considérer pour chaque être humain individuellement, mais pour la continuité de l'humanité en général, puisque c'est bel et bien la planète Terre qui permet à l'humanité de vivre. Ce serait donc à la fois matériel et philosophique. Il est intéressant de noter que Perceval dit à Arthur qu'il sait que la Terre est ronde, mais Arthur ne le croit pas. Alors comme moi, mon rêve, c'est de voyager dans l'espace. Ah bon? Ouais. Vous savez qu'en fait, la Terre, elle est ronde? Non mais sans déconner, sire. Ouais, c'est bon. Ceci suggère que les habitants de Camelot, ou même les gens cultivés de Rome comme Arthur, sont persuadés que la Terre est plate. Le fait qu'elle soit ronde n'est pas dans la série une idée sérieuse. Pourtant, Perceval sait qu'elle l'est réellement. Nous avons dit précédemment qu'il venait des cieux, alors peut-être a-t-il vu la Terre de là-haut. Peut-être la Dame des Bois l'a amené dans la dimension des dieux, et lui a montré la planète en lui montrant que c'était ça, le Graal. La quête du Graal aurait pour but de faire prendre conscience aux humains que le seul moyen d'être heureux est de s'aider les uns les autres, de respecter, d'aimer son prochain et la planète, des traits de caractère que possède Perceval. Il est gentil, attentionné, curieux, généreux, fidèle. Et vous vous rappelez, quand à la table ronde, Perceval suggère que le Graal pourrait être une pierre incandescente ? Notre planète n'est-elle pas, par définition, une grosse pierre incandescente ? Motus, hein? Ouais. Bon, allez. Et le vieux me fait... Vous êtes prêts à voir le Graal? Et moi je réponds oui. Alors on se dirige vers une grande boule, mais en fait c'est notre terre à nous. Sauf qu'au lieu d'être bien plate, elle est en boule, quoi. Qui êtes-vous? Vous voulez pas simplement me dire votre nom? Ça n'a aucun intérêt. Bon sang, mais j'ai fait ce que vous m'avez demandé. J'estime que j'ai le droit d'en savoir un peu plus. Méléagant est probablement le personnage le plus mystérieux de l'univers Camelot. Il dit être le dieu des morts solitaire des frayeurs, la réponse envoyée par les cieux du mariage entre Arthur et Mévanouie. Bien qu'il soit à l'origine du suicide de César et d'Arthur, il explique qu'il ne tire aucun intérêt à la mort des gens, mais à leur sabordage. Une première analyse du personnage nous amènera à la conclusion que Méléagant, en réalité, il n'existe pas. Les seules personnes qui le voient sont César, Lancelot, la Dame du Lac et Arthur, des personnages qui sont tous déprimés et abattus. Au camp de Lancelot, même ses soldats ou l'espion d'Arthur pensent qu'il devient fou, car personne d'autre que lui ne voit Méléagant. Il serait alors l'allégorie de la mort, de la dépression. Cette hypothèse est intéressante mais pose un problème. La Dame du Lac est effrayée quand il se révèle être la réponse, preuve qu'il est bien une entité à part entière dont la fée avait déjà entendu parler. Tout de même, nous pouvons nous demander si le théâtre du livre 5 était lui bel et bien une hallucination, car rien ne semble réel, et nous avons ce comédien-là qui est totalement immobile. Et le titre de l'épisode, à l'époque où la saison était découpée en petits épisodes de 7 minutes, était quand même le théâtre fantôme. Fantôme. Et si Méléagant était un fantôme? Ceci expliquerait pourquoi peu de personnages le voient. D'ailleurs, Méléagant dira Je dirais que ma vie ne représente pas la période la plus
captivante de mon existence. Preuve peut-être qu'il fut autrefois un humain, et autre chose aujourd'hui. Bon, que savons-nous des fantômes dans l'univers de Kaamelott ? On sait que Bort en voit un dans l'épisode Haunted, qu'il pense être Uther Pendragon. Uther Pendragon crie vengeance, vous êtes en danger. Et on sait qu'un fantôme vient souvent rendre visite à Igerne, un fantôme qui n'est autre que, là encore, Uther Pendragon. Mon ancien amant vient me visiter. Votre ancien amant? Pendragon? Pendragon. Le même Pendragon auquel je pense? Oui, il y en a qu'un. C'est ça, celui qui est mort donc. Il arrive. Pendragon est le père biologique d'Arthur, et dans un épisode jamais réalisé, le fantôme d'Uther est une nouvelle fois présent, assis sur le trône d'Arthur. Et si Méléagant était tout simplement le fantôme d'Uther Pendragon ? L'idée est très intéressante, mais malheureusement elle nous amène un peu à une impasse. Il semble difficile de déterminer la nature exacte du personnage. Fantôme, dieu, ange démoniaque, diable ? Tant de débats entre les fans de Kaamelott ces dernières années. Mais et si nous nous trompions en fait sur sa mission ? Si vous tenez tant à la mort d'Arthur, vous n'avez qu'à vous en occuper vous-même. Je n'ai aucun intérêt à la mort des gens. Alors à quoi, bon sang? À quoi? À leur sabordage. Comme il le dit, il n'a aucun intérêt à la mort des gens, mais à leur sabordage. Lancelot, au fond du trou, réalisera qu'il ne veut pas tuer Arthur avec la poupée dans la grotte. Plus tard, il refusera de tuer son cousin et sauvera finalement la vie d'Arthur dans le final du livre 5. Quant à Arthur, justement, au fond du trou dans le final du livre 6, aura enfin une réelle discussion avec Guenièvre, confiera les pouvoirs à Lancelot, et c'est cette décision qui l'amènera une seconde fois à Rome, une ville qu'il aime et qui lui manque depuis 15 ans. Et si, en réalité, Méléagant avait sabordé les vies de nos personnages pour que, justement, Kaamelott aille mieux, pour que Kaamelott retourne sur le droit chemin. On dit souvent que c'est au fond du trou que l'être humain comprend ce qu'il souhaite réellement, qu'il découvre qui il est réellement. La quête du Graal n'avançait pas, les chevaliers n'en faisaient qu'à leur tête, et comme Méléagant le dit si bien, il faut faire table rase. Il est la réponse. La réponse à un royaume qui sombre, qui coule. Et comment faire pour qu'il soit à nouveau sur le bon chemin ? L'aider à sombrer, l'aider à couler, le saborder. Le saborder pour qu'il puisse renaître sur de nouvelles bases, renaître à nouveau. La mort n'intéresse pas Méléagant, selon cette théorie, c'est la renaissance qui l'intéresse. Concentrez-vous, car votre tâche est considérable. Et si cette hypothèse sur Méléagant ne vous convainc pas, je vous propose d'aller voir la vidéo de SciPlay sur Méléagant. Peut-être seriez-vous plus en accord avec son analyse. Sa chaîne YouTube est superbe et devrait vous intéresser si vous êtes fan de Kaamelott. Et merci Sai de m'avoir aidé à écrire cet épisode. Qu'avez-vous pensé de cette théorie ? Le Graal, c'est la Jade du Roi Lot, c'est l'enfant d'Arthur, c'est notre planète. Perceval vient-il des cieux? Méléagant est-il Uther Pendragon? Agit-il en fait pour le bien du royaume? Les commentaires sont à vous. C'était Didi Chanduidoui. À la prochaine pour de nouvelles théories.